Mercredi 14 février, 11 heures. Novotel du Châtelet. Hier, Marc a envoyé un message sur notre groupe familial WhatsApp. Je m'étais amusée à souligner dimanche, à l'issue de notre soirée hebdomadaire, que Roland et moi étions en vacances cette semaine. Ce qui signifiait que nous étions libres comme l'air le soir pour recevoir le trio des jeunes si par hasard ils en éprouvaient l'envie. Nous n'aurions pas de cours d'histoire lundi à 18 heures dans les locaux de la Sorbonne, ni de soirée littéraire mardi à 20 heures au café de l'Odéon. 40 minutes plus tard, Simon intervenait lui aussi. Apparemment, c'est non, remarquait-il. Ni Roland ni moi n'avions consulté notre téléphone. Nous n'avions en conséquence pas répondu à la proposition de Marc. Laissez tomber, avait rapidement complété celui-ci. On ne veut pas vous déranger. D'autant plus qu'à l'avenir, on n'arrêtera pas de vous ennuyer. Il faisait allusion à sa prochaine installation avec Delphine et le futur bébé au-dessus de chez nous. Roland et moi découvrions enfin à 14 heures ces différents échanges. Vous êtes toujours les bienvenus, avait alors répondu Roland. Excusez-nous, ai-je ajouté de mon côté, nous n'avions pas vu votre WhatsApp, nous étions plongés dans mon dossier retraite. Je demande en effet en ce moment le versement à compter du 1er septembre 2024 de ma retraite, correspondant à mon activité qui avait précédé mon embauche chez Réseau Télécom. J'aurai alors 67 ans. J'ai attendu cette date afin que les taux retenus pour le calcul de ma pension soient les plus favorables. Les démarches administratives sont informatisées, complexes et inquiétantes. Roland et moi étions concentrés depuis plusieurs jours sur ce prosaïque et cependant non négligeable sujet. Je poursuivais ainsi, venez ce soir bien évidemment. Nous n'avons pas reçu de réponse dans l'après-midi et j'ai renvoyé plusieurs heures plus tard les quelques mots suivants. C'est donc clair, on vous attend. Marc et Delphine arrivaient les premiers. Ils voulaient déposer des cartons au 3e étage dans leur futur logement. Je leur faisais comprendre qu'il serait judicieux s'ils demeuraient discrets. Je préférais que Roland ignore leur demande du moment. Je ne trouvais plus les clés de leur appartement que j'avais récemment emprunté. Mon lave-linge est en panne et Monsieur Darty ne pouvait passer qu'une semaine plus tard. J'ai donc utilisé leur machine au 3e étage et n'ai réalisé qu'à leur arrivée la disparition de leurs clés. Je chercherai plus tard. Je ne voulais pas subir hier, en début de soirée, la colère, aussi inévitable que cataclysmique, mais me voilà maintenant réellement préoccupée quelques heures plus tard, alors que j'écris dans ce salon du Novotel aux lumières tamisées et au service impeccable. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve ce mystérieux trousseau. Je vais à coup sûr vivre un éprouvant moment. Roland sera hors de lui. Simon arrivait un peu plus tard. Il était assis près de Delphine sur le canapé rouge qui tourne le dos à la porte-fenêtre dans le coin salon. Lorsque je lui disais, sais-tu Simon que j'écoute la Bible pour les nuls en ce moment. Si tu veux avoir de l'information sur ces modalités d'écriture, demande-moi. Je sais tout. J'ai dit ce dont je me souvenais. J'ai cité les dates de l'écriture de l'Ancien Testament. Moïse est l'auteur des 5 premiers livres appelés le Pentateuque. Pendant les 4 siècles qui ont précédé la naissance de Jésus, aucun texte n'a été ajouté au livre saint. Des événements racontés dans la Bible sont probablement historiques, comme le déluge par exemple. Les archéologues trouvent des traces d'un événement correspondant à une grande inondation. Des recherches sont menées à l'heure actuelle sur le mont Sinaï pour tenter de découvrir d'éventuels vestiges du navire de Noé. En revanche, aucune information ne figure dans l'histoire des Égyptiens qui mentionnerait l'exode des Juifs depuis l'Égypte jusqu'en Palestine, alors que ce mouvement de population aurait, d'après les écrits de la Bible, approché les 2 millions de personnes, y compris les femmes et les enfants. Simon écoutait, intéressé sans doute, car il nous avait dit à plusieurs reprises, lors de dîners avec Roland et moi, Marc et Delphine étaient absents lors de ces soirées, qu'il s'intéressait aux questions de théologie ainsi qu'aux statuts et aux conditions d'écriture de la Bible. Je n'ai osé aborder ce sujet ainsi, aussi directement, à peine avait-il pris place sur le canapé,
que parce que je savais que ces précisions auraient un écho dans son esprit. Delphine m'écoutait. J'ai souvent l'impression qu'elle me considère comme une sorte de Zébulon, original et atypique, étonnant, respecté et aimé par Marc. Nos personnalités, à Delphine et à moi, diffèrent largement sur un point bien particulier. Marc apprécie, consciemment me semble-t-il, cette caractéristique qui m'appartient et je figure probablement plus ou moins comme un modèle en ce domaine à ses yeux. Il suffit, pour remarquer cet aspect de mon tempérament, de voir ma façon de vivre aux côtés de Roland. Delphine et Marc en sont témoins. Ils nous rencontrent au moins une fois par semaine et nous partageons des vacances à Kerbillan. Delphine voit Marc qui m'observe, qui m'approuve tacitement, et qui, en cela, me désigne comme un exemple sur ce point qu'il y aurait lieu de suivre. Il ne le dit pas à Delphine, ce serait maladroit, probablement rejeté par elle. Mais je suppose que Delphine perçoit son opinion favorable. Cette divergence qui nous distingue est celle-ci. Roland et moi vivons ensemble. Je suis la femme, il est l'homme, et je n'exige pas de lui qu'il s'occupe de moi. Je ne lui dis pas que faisons-nous, qu'allons-nous faire, comment allons-nous ensemble passer notre temps. Quand on s'aime, on fait des choses ensemble. On fait tout ensemble, ou quasiment. Marc et Delphine connaissent notre mode de vie, à Roland et à moi. Nous bavardons à l'heure du déjeuner, nous jouons aux échecs, nous allons à la messe le dimanche, nous assistons à des cours, nous passons l'essentiel de nos soirées ensemble. Pour le reste, chacun est capable de vivre de son côté. Je n'attends pas de mon mari qu'il me rende heureuse ou qu'il me distrait. C'est l'affaire personnelle de chacun qui ne peut être déléguée que de réussir à trouver son bonheur d'être humain sur cette terre. Je crois que le modèle de Martine, la mère de Delphine, s'inscrit davantage dans un schéma de ce type de dépendance entre les conjoints. Marc apprécie ce trait de mon caractère. Il ne lui déplairait pas qu'à mon contact, Delphine évolue en ce sens. Je crois que le modèle de Martine, la mère de Delphine, s'inscrit davantage dans ce schéma. Marc apprécie ce trait de mon caractère. Il ne lui déplairait pas qu'à mon côté, Delphine évolue en ce sens. Delphine m'écoutait, je l'étonnais, je m'étais visiblement intéressée sans référence à Roland, par l'intermédiaire de mes lectures, au sujet que je développais sur le moment. Marc avait retrouvé son cahier qu'il avait oublié dimanche soir à la maison. Je serais terriblement malheureux, disait-il à son frère, si je perdais mon cahier. Il y a toute ma vie dans ces pages. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un petit cahier qui ne contient pas grand-chose. Il ne s'agit en effet que d'un simple et banal cahier de brouillon. Mais non, pas du tout, répliqua Marc. J'ai écrit tout petit. Marc avait raison. J'avais feuilleté le cahier et lu certains passages. Son texte, dense, serré et difficilement déchiffrable, occupe de nombreuses pages. Le cahier sera bientôt rempli. Marc y consigne ses découvertes et réflexions sémantiques, étymologiques, archéologiques, historiques, scientifiques ou simplement anecdotiques. Il a puisé dans son cahier pour réaliser des vidéos YouTube qu'il a postées il y a quelques mois sur sa chaîne personnelle. Il avait réussi à l'enrichir régulièrement pendant plusieurs semaines après l'avoir créé. Il utilise également son cahier pour animer des conversations avec nous notamment. Connaissez-vous, nous disait-il hier, le sens et l'origine de l'expression belge « ça veut pas dire charrette ». Nous ne savions pas. C'est en référence, nous a-t-il expliqué, aux périodes de répression politique lorsqu'on emmenait les condamnés à mort dans une charrette pour les conduire à la guillotine. Ça ne veut pas dire charrette signifie donc ce n'est pas si grave. L'équivalent français pourrait être il n'y a pas mort d'homme. Et connaissez-vous, a-t-il poursuivi, le sens de être charrette? Nous étions également ignorants. Dans le passé, à Paris,
Précisa-t-il, les étudiants qui allaient à la faculté étaient transportés dans des charrettes, et certains qui n'avaient pas terminé leurs devoirs ou leur révision continuaient leur travail jusqu'au dernier moment dans la charrette. Être charrette signifie être en retard, alors que s'impose une échéance impérative. J'ai comme lui régulièrement consulté mon propre cahier en cours de soirée. J'y note des remarques susceptibles d'intéresser les jeunes. J'y inscris des éléments pour mes futurs échanges avec Roland à l'heure du déjeuner. Je vais parler de l'émission Zone interdite, récemment vue par maman à la télévision. Elle présentait des agriculteurs français qui tentent de faire évoluer leurs pratiques en fonction des nouvelles conditions économiques et climatiques. J'ai mentionné l'utilisation du compost qui remplace avantageusement les engrais synthétiques et aussi celle de socs de charrues mécanisés qui creusent des sillons moins profonds que ceux des anciennes machines. Maman et moi avions supposé que la consommation de carburant se trouvait ainsi en partie réduite. J'ai exprimé hier soir cette hypothèse. Ce genre d'émission est superficiel, nous dit Simon. Ces agriculteurs se présentent comme des professionnels parfaits. En fait, ils sont choisis et valorisés par les médias, mais ne sont pas représentatifs de la majorité des paysans. Je ne connais pas le sujet, mais c'est mon intuition. Les petits agriculteurs, nous dit Delphine, dont la famille possède une ferme en Normandie, n'ont pas les moyens de réfléchir à de nouvelles méthodes ou de les appliquer. Ils sont trop occupés et contraints chaque jour par le poids de toutes les obligations qui pèsent sur eux. Savez-vous que l'oncle de Delphine, précisa Marc, n'a pas obtenu le label bio pour son élevage de vaches à viande, alors que son troupeau vit en liberté? Les veaux restent près de leur mère, leur vie est idéale, en hiver ils sont allaitables, nourris par du fourrage récolté par l'oncle dans ses propres champs. On lui reproche, figurez-vous, le type d'engrais qu'il utilise pour cultiver le fourrage. Je ne sais plus comment Marc en est venu à aborder un autre sujet, historique celui-ci. Les empires, nous dit-il, constituent le mode politique et d'organisation qui a été de tout temps le plus durable. Simon n'était pas d'accord. Il a cité plusieurs exemples qui contredisaient Marc, dont l'Empire romain, qui eut une longévité très inférieure à celle de la République. Nous avons évoqué les Aztèques, les Incas, l'Empire de Charlemagne, de Charles Quint et de Napoléon. Nous avons parlé du concept de nation, avons cité la Chine à titre d'exemple. Nous avons distingué les notions d'empire et celles de civilisation. J'aimais cette soirée. Avant le repas, tout d'abord, puis autour de la table, j'intervenais de façon vive et animée, tout comme Marc, Simon et Roland. L'ambiance était faite de joie, de paroles qui rebondissaient et de sourires. À un moment, alors que les échanges fusaient tous azimuts, auxquels je participais activement, je me suis tournée vers Delphine. Elle était plus silencieuse que nous, mais elle semblait à l'aise et contente également. Nos conversations ne te fatiguent pas trop, qui circulent dans tous les sens? Lui ai-je demandé. Mais non, pas du tout, a-t-elle répondu, apparemment étonnée par ma question. Ça va très bien. En fin de soirée, Delphine avait repris place sur le canapé près de la fenêtre, et j'ai pu bavarder avec elle. Diverses conversations étaient en cours sur l'autre canapé, de cuir marron celui-ci, en L, qui fait face à la baie vitrée. Delphine, lui ai-je dit, tu habites dans le 12e arrondissement depuis des années maintenant. Vous pourriez dès lors, si vous le souhaitez, Marc et toi, choisir de vous marier dans notre quartier, ce ne serait pas surprenant. Je me suis permis d'aborder ce sujet car Marc et Delphine nous avaient annoncé cet été leur désir de se marier. Mais j'ai profondément, réellement et intimement exprimé cette remarque en raison d'un échange que Marc et moi avions eu des années plus tôt à Kerbian. Nous naviguions seuls sur un dériveur que nous avions loué. Au fait, Marc, lui avais-je dit à l'époque, un jour peut-être, Delphine et toi désirez avoir un enfant. Eh bien, en ce cas, éventuellement, ce ne serait pas plus mal si vous envisagiez avant de vous marier. Ah oui, maman, avait-il répondu, moitié blaguant, moitié sérieux, m'avait-il semblé. Je comprends bien. On n'est pas des sauvages. Et aurais-tu une idée du lieu où vous aimeriez vous marier? Ah oui, j'aimerais beaucoup dans l'église de la Sainte Mère de Dieu. La Sainte Mère de Dieu est l'église de notre quartier, située à quelques minutes à pied de notre appartement. Marc la connaît depuis toujours.
Il y a vu sa grand-mère paternelle animer les chants de Noël lors de la célébration de minuit. Je l'emmenais à la messe le samedi soir avec son frère, quand ils étaient enfants, après leur entraînement hebdomadaire à la piscine. Et est-ce que tu sais, ai-je précisé qu'un mariage, en général, se passe dans la paroisse de la jeune fille? Il me semble, en Normandie, ce pourrait être bien, rustique, simple. J'avais ce genre d'image en tête, d'un mariage campagnard à l'ancienne, à la Maupassant, dans une salle paroissiale ou communale, ou dans une grange du côté du village des grands-parents de Delphine où elle a passé ses vacances d'enfant. Roland m'avait très sévèrement critiqué lorsque je lui avais rapporté notre conversation. Mais qu'est-ce que tu es allée lui raconter, m'a-t-il dit, c'est n'importe quoi. Delphine habite depuis des années dans le 12e arrondissement. Elle pourrait tout aussi bien se marier ici. Telle est la raison réelle et profonde pour laquelle j'ai parlé à Delphine. Je me trouvais coupable d'avoir tout compliqué. J'avais eu tort. On préférerait se marier en Normandie, m'a-t-elle répondu, là où mes parents ont récemment acheté une maison. Mais ce ne sera peut-être pas possible. L'église est en travaux. Ah oui? Ou alors, peut-être du côté de tes grands-parents. Les images du mariage à l'ancienne, à la Flaubert ou à la Maupassant, devaient subsister encore plus ou moins dans mon esprit lorsque je m'exprimais ainsi. Le village des grands-parents que je ne connais pas pouvait éventuellement correspondre à cette image. En revanche, je connais la maison des parents de Delphine qu'ils ont acquise en vue de leur future retraite. C'est une maison récente, sans cachet particulier, qui s'élève seule au milieu des champs, loin de toute imagerie de noces de campagne, telle qu'évoquée par exemple dans Madame Bovary. Oui, chez mes grands-parents, oui, peut-être, m'a répondu Delphine. Mais enfin, je ne connais pas l'église. Je n'y suis jamais allée. Vous pourriez aussi penser à Pavillon-sous-Bois, ai-je alors mentionné. Pavillon-sous-Bois est la ville où Delphine a grandi et où ses parents vivent encore. Je me suis sentie obligée, par politesse mais sans conviction, d'évoquer ce lieu. Si Maupassant se retrouve à l'épreuve de la réalité, loin d'être à l'ordre du jour, le 12e arrondissement est dans ces conditions tout aussi indiqué que la proche banlieue de Seine-Saint-Denis. D'autant plus que Marc avait spontanément, dans un premier temps, exprimé son attirance pour l'église de son enfance. Nous verrons, m'a dit Delphine. Il nous faut attendre maintenant de savoir si le curé de la Sainte Mère de Dieu nous autorise ou non à nous marier ailleurs. Telle fut la teneur de ma conversation avec Delphine. J'ai essayé ainsi de réparer ce que Roland avait considéré comme une maladresse stupide de ma part. J'en avais également parlé à Marc quelques semaines plus tôt, un soir où nous étions seuls dans la cuisine. Je lui avais dit à lui aussi que le domicile de Delphine étant cour de Valbois, leur mariage pouvait sans problème être célébré dans le quartier. Mais au fond, le lieu de la cérémonie n'a pas d'importance à mes yeux. Ma crainte, ainsi que Roland me l'a fait remarquer, est d'avoir tout compliqué par ma première intervention sur le bateau. J'aurais dû me taire. Marc souhaitait se marier dans l'église de la Sainte Mère de Dieu. J'ai évoqué une autre solution en rêvant à tort d'un mariage simple et rustique, tel ceux du bon vieux temps, mais qui, lorsqu'on creuse un peu la question, ne se réduit en fait qu'à un improbable fantasme. Que ne suis-je restée silencieuse? C'est cela qui m'inquiète et m'attriste, et non pas le lieu lui-même où sera célébré le mariage. Celui-ci, dans tous les cas, me conviendra, j'en suis sûre, tout à fait bien. Et voici un modeste épilogue sur cette soirée, qui fut conclue par une montagne de crêpes agrémentées de miel, de sucre et de Nutella. Lorsque Roland et moi avons appris hier par WhatsApp que les enfants souhaitaient nous voir, nous avons été heureux d'avoir la confirmation du fait qu'ils aiment passer du temps avec nous. Marc nous a écrit hier après-midi qu'il craignait de nous importuner ce soir-là et plus encore à l'avenir. Notre jeune garçon avait conscience que nous ne prendrions pas sa remarque au sérieux, que nous la considérerions comme une plaisanterie, signe de notre complicité relevant d'une sorte de code familial. Il sait que la joie nous habite quand ils choisissent de nous rencontrer. Mais
Il exprimait cependant également, plus profondément, le sentiment qu'il éprouve intuitivement de mener sa vie de couple dans la proximité de la nôtre, comme si notre voisinage quotidien participait à l'équilibre de sa vie avec Delphine, comme s'il s'en excusait quasiment. De même, ni Roland ni moi n'avons éprouvé la moindre inquiétude dans l'après-midi au fil des échanges WhatsApp. Nous savions que les jeunes nous rejoindraient le soir, accompagnés par leurs joyeux coquers, en dépit de leur silence prolongé après mon dernier message. C'est donc clair, on vous attend. Confortés que nous étions par l'humour implicite et de bonne aloi qui règne entre nous. Je n'ai évoqué qu'une infime partie de nos conversations. Virginia Woolf ne cesse de répéter dans son journal que lorsqu'on parle, entre amis ou en famille, il n'en reste rien ensuite ou quasiment, si l'on cherche plus tard à en rendre compte par écrit. Pour ma part, quels sont mes liens en ce moment avec mes enfants si ce ne sont ces propos à l'apparence mondaine ou sociable que nous échangeons régulièrement? Virginia Woolf a raison. Il est difficile, voire impossible, de consigner des phrases qui évoquent la teneur du moment, avec sa vivacité, sa densité et ses émotions. J'ai cependant tenté d'en saisir quelques bribes, puisque ces soirées sont à l'origine d'une grande partie de mon bonheur. J'ai, assez significativement je crois, failli oublier de mentionner cette ultime précision. À peine Roland était-il informé du projet de soirée avec les enfants qu'il a passé son après-midi en course et en cuisine. Il nous a confectionné une grande pizza pour l'apéritif, découpée pour l'occasion en petits morceaux individuels. Il nous a proposé un plat de porc à la moutarde accompagné de frites. J'ai assaisonné et servi de la salade verte en sachet. Il a acheté de bons fromages à la coupe, des baguettes de pain. Le dessert fut constitué par une montagne de crêpes. Et il n'avait pas oublié dans la semaine de compléter le saladier de bonbons. La coutume veut que Marc, Simon et Delphine grignotent les confiseries contenues dans ledit saladier pour terminer comme il se doit ce type de réjouissance.